Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les IO systèmes. Donc IO pour Input Output, autrement dit entrée système ou sortie système. Donc à quoi servent les entrées sorties système? Donc c'est des signaux issus du système interne du robot qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Donc on a en entrée des informations qui permettent de piloter le robot, donc c'est-à-dire lancer un programme, lancer l'exécution, acquitter des défauts, des choses comme ça. Et les sorties système, elles renvoient l'état actuel du robot. Donc ça va être, est-ce que le robot est en mode production, la vitesse actuelle du robot, est-ce qu'il est en défaut, est-ce qu'il est en arrêt d'urgence, etc., etc. Donc on va voir dans cette vidéo toutes les entrées et toutes les sorties système, ainsi que comment les implémenter. On se retrouve sur Robot Studio et on va voir comment ajouter une entrée ou une sortie système. Donc on va dans Configuration, IO Système, et ici, on a System Input, System Output. Donc, on va demander l'accès en écriture et ensuite, on va pouvoir rajouter une entrée système. Donc, dans les entrées système, on peut choisir plein d'actions. Donc, on va les voir une à une. Donc, pour l'exemple, on peut choisir l'action Stop. Donc, ça va permettre d'arrêter l'exécution du programme. Et ensuite, il faut au préalable définir des entrées, donc comme on avait vu précédemment dans Signal. Donc, moi, j'ai créé une entrée robot donc par action et là je l'affecte dans ce cas-là à PDI, donc Profinet Digital Input Stop. Donc quand je vais activer cette sortie avec mon automate, ça va arriver en entrée du robot et il va arrêter l'exécution de son programme. Je valide et on voit que l'action stop a été configurée. Alors maintenant qu'on a vu comment configurer des entrées et des sorties système, donc on va maintenant voir les entrées et les sorties système qui existent une à une. Alors on va commencer par les entrées système. Donc l'idée de cette vidéo c'est d'avoir un lexique auquel on peut s'y reporter rapidement pour avoir des informations sur une entrée système donnée. Donc il vous suffit de naviguer au niveau de la vidéo sur l'entrée système souhaitée et vous allez avoir le maximum d'informations à propos d'elle. Alors on va voir les entrées système par ordre alphabétique. Donc la première c'est backup. Donc cette entrée système permet de lancer une sauvegarde du système. Donc il faut définir les paramètres afin de pouvoir lancer correctement la sauvegarde. Alors, en termes d'arguments pour cette action, on a un argument 1, 3, 4, 5 et 8 à renseigner. Donc l'argument 1, donc ça va être définir le nom pour la sauvegarde. Donc on met par exemple ma sauvegarde, robot X, robot 1, robot 2, robot 3. Donc si jamais on écrit système 2 points comme ceci, donc le nom de la sauvegarde va avoir le nom du système. Donc le nom du système, il se trouve là-haut. Donc ici c'est tuto-du-bas Robot Studio. Ensuite, l'argument 3, donc c'est le chemin d'accès pour la sauvegarde. Donc c'est l'emplacement où le robot va automatiquement sauvegarder les sauvegardes. Il faut toujours définir le chemin en entier. Donc par exemple, backup, donc il y a un dossier backup sur le robot, /system in backup. Donc c'est les backups déclenchés par une entrée système. Ensuite, l'argument 4, donc on a deux choix, soit unique name, soit overwrite. Donc dans le cas de unique name, si jamais une sauvegarde avec le même nom qui est précédemment défini ici existe, le système ne va pas écraser la sauvegarde d'existence, mais va rajouter un nombre plus grand à la fin du nom du système. Donc par exemple, il va rajouter -1, -2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Si on choisit par exemple overwrite, donc il va réécraser la sauvegarde d'existence par une nouvelle. L'argument 5. Donc on peut ajouter une date à la fin du nom de la sauvegarde. Lors d'une sauvegarde, le système va automatiquement rajouter une date donc à ce format, année, mois, jour, à la fin du nom. Mais avant tout numéro de séquence. Donc c'est-à-dire, si on a choisi unique name, donc il va d'abord ajouter la date, puis l'incrément pour éviter de l'écraser. Si jamais on fait deux sauvegardes le même jour. Donc si on met no date, le nom de la sauvegarde, ce sera uniquement le nom ici et potentiellement un indice si on a choisi unique name. Dernier argument, l'argument 8. Donc on a le choix entre archive ou no archive. Donc cela signifie que la sauvegarde est archivée sur un seul fichier avec un suffixe pointard. Si on le sélectionne no archive, la sauvegarde elle n'est pas archivée, donc on retrouve différents fichiers. Alors il est possible d'utiliser une action plusieurs fois. Donc par exemple on peut créer deux signaux backup, donc backup 1, backup 2 par exemple, avec pour le backup 1 donc on choisit l'action backup et on met par exemple my sauvegarde avec un chemin choisi, et pour backup 2 on peut soit changer le nom de la sauvegarde, soit changer le répertoire. Alors l'entrée système suivante c'est collision avoidance.
Donc il n'y a pas d'argument, il y a uniquement l'activation ou la désactivation de cette action. Donc cette entrée système est activée uniquement avec l'option 613-1 collision detection et on peut l'utiliser uniquement avec des robots à liaison série de 6 ou 7 axes. Donc la valeur du booléen associé à l'entrée système collision avoidance est utilisée pour activer la fonctionnalité collision avoidance. Donc si l'entrée système est paramétrée, lorsque l'information est un vrai, la détection de collision est active. Si l'information est un faux, la détection de collision est désactivée. Donc par défaut, si la collision avoidance n'est pas utilisée, donc c'est-à-dire que l'action collision avoidance n'est pas associée à un signal d'entrée, donc par défaut, elle est active. Donc attention, si jamais vous pensiez mettre toutes les entrées et toutes les sorties avec des booléens sans forcément les utiliser, faire très attention car si vous avez cette option et que vous définissez l'entrée système mais vous ne l'utilisez pas derrière dans votre automate, et ben ça va désactiver la détection de collision. Donc vous allez acheter une option qui sera tout le temps désactivée et qui risque de faire des dégâts en cas de collision. Donc bien faire attention d'associer cette entrée système uniquement si vous avez des cas où il faut la désactiver. Et par défaut, laissez-la active. Donc ensuite, que fait la fonction collision avoidance? Donc elle surveille un modèle géométrique détaillé du robot. Et donc si deux corps du modèle se rapprochent trop l'un de l'autre, le système de commande avertit d'une collision probable et arrête le robot. Donc c'est une détection de collision par modèle géométrique détaillé du robot. Alors pour voir le modèle géométrique détaillé du robot, donc on a notre système virtuel d'ouvert. Donc on va dans système de commande, fonction anti-collision. On peut activer ou non l'évitement des collisions et on peut configurer. Donc ici on voit le modèle géométrique détaillé du robot et on voit les différents éléments qui ont été configurés pour définir la géométrie du robot. Donc il faudrait une vidéo détaillée pour expliquer comment ajouter ou supprimer des éléments. Donc dans cette vidéo on ne va pas le détailler. Donc à savoir qu'il y a un paramètre appelé call pred safety distance qui détermine la distance entre deux objets géométriques paramétrés et la détection de collision entre deux éléments prédéfinis dans Robot Studio est définie par cette information. Donc la valeur par défaut c'est 0.001 mètre, donc c'est le millimètre, et la valeur max c'est 1 mètre. Donc si on veut modifier ce paramètre, donc le paramètre call pred safety distance, donc il faut aller dans motion system, et ensuite on retrouve le paramètre ici call pred safety distance. Donc il faut coulisser toutes les informations et c'est le dernier paramètre. Alors on va maintenant voir l'entrée système disable backup. Donc à quoi elle sert? Donc elle sert à empêcher le lancement d'une sauvegarde tant que cette entrée système est active. Donc on a vu tout à l'heure une entrée système qui s'appelait backup, donc qui permettait de lancer une sauvegarde. Donc cette action-ci, elle permet d'éviter le lancement d'une sauvegarde à des moments donnés. Donc quel est l'intérêt? Ça va être par exemple sur des trajectoires critiques pour le process, on peut éviter que le robot lance une sauvegarde et ainsi éviter que potentiellement la sauvegarde plante et fasse planter le robot sur des trajectoires qu'on ne souhaite pas. Cependant, si la sauvegarde est en cours, cette information ne coupera pas la sauvegarde en cours. Donc ensuite, on a le choix, donc si un lancement de sauvegarde est lancé alors que le signal disable backup est actif, donc soit on peut faire en sorte que la demande passe en file d'attente, donc elle sera lancée une fois que le signal disable backup sera passé à l'état faux, ou alors on peut aussi ne pas prendre en compte une demande de sauvegarde si le signal disable backup est à 1. Dans ce cas-là, lorsque le disable backup passera à faux, la demande de sauvegarde ne sera pas réalisée, donc elle sera annulée. Donc pour choisir si on souhaite avoir une file d'attente ou non, il faut activer ou non le paramètre queue-backup. Et donc où il se trouve dans contrôleur, général rapide, et on le retrouve ici. Donc par défaut le paramètre est à faux, mais on peut le passer à vrai pour activer la mise en place de la file d'attente. Alors l'entrée système suivante, donc c'est Enable Energy Saving. Donc l'utilisation de cette entrée système permet de passer en mode économie d'énergie. Donc lorsque ce booléen passe à 1, donc le système passe en mode économie d'énergie. Donc si on veut relancer le système ensuite lorsqu'il est en état économie d'énergie, donc il suffit de réinitialiser le signal. Donc à savoir qu'il existe une sortie système, donc appelée Energy Saving Blocked, donc qui nous indique si l'activation du mode économie d'énergie est bloquée ou non. Donc si cette information est à 1, on ne peut pas lancer d'information Enable Energy Saving. Ou en tout cas, elle ne sera pas prise en compte.
Donc quel est l'intérêt de cette entrée système? Donc ça va être de faire des économies d'énergie, donc qui est un peu d'actualité en ce moment. Donc par exemple dans une cellule robotisée, si les sécurités sont désarmées, c'est-à-dire que le robot ne peut pas bouger, donc on peut à ce moment-là activer le mode économie d'énergie. Et lorsque un opérateur par exemple réarme la sécurité, on sait que potentiellement le robot va commencer à bouger. Dans ce cas-là, on peut couper le mode économie d'énergie. Donc voilà pour cette entrée système. Alors entrée système suivante, donc c'est l'action interrupt. Donc cette action permet de lancer une routine à partir d'un élément extérieur, donc par exemple un automate. Donc le système doit être en mode automatique avec les moteurs en marche. Donc on ne peut pas utiliser l'action interrupt si les actions quick stop, soft stop, stop, stop at end of cycle ou stop at end of instruction sont actives. Donc il faut que toutes ces actions soient désactivées si on veut utiliser l'action interrupt. Et de plus, l'action interrupt peut uniquement être utilisée si l'exécution du programme est interrompue. Donc il ne faut pas que le programme soit en cours d'exécution. Les arguments, on en a deux. Donc le premier, c'est le nom de la routine à exécuter sans le chemin. Donc juste le nom de la routine. Et l'argument 2, c'est la tâche dans laquelle l'interruption va être réalisée. Alors on va voir un exemple rapide. Donc on a le robot qui est au point A, il va au point B grâce à un move L, donc une trajectoire linéaire, donc rectiligne. Il commence sa trajectoire. À un moment donné, on arrête le robot, donc grâce à une action stop ou une ouverture de zone. Donc l'exécution du programme est arrêtée. À ce moment-là, on lance une action interrupt grâce à une entrée système. Et donc on a ensuite deux choix. Donc il faut savoir que lorsqu'on lance une action interrupt, l'exécution du programme reprend. Donc l'exécution du programme reprend, donc c'est-à-dire que le robot il va continuer sa trajectoire jusqu'au point B, et ensuite il va aussi en parallèle exécuter le code de notre interruption. Donc ici, il va exécuter le code qui se trouve ici. Donc on a deux choix. Si jamais on souhaite que le robot ne reparte pas, donc lors de l'exécution du programme d'interruption, donc c'est possible, mais il faut spécifier un code précis avec des instructions précises pour éviter que le robot reparte. Si on ne renseigne pas ces instructions précises qu'on va détailler tout à l'heure, alors le robot va continuer sa trajectoire dès qu'on va activer l'entrée système interrupt. Et en parallèle, évidemment, il va traiter le code qui se trouve dans notre routine. Donc ces instructions, c'est stop move. Après, il y a des options pour si on veut un arrêt rapide, lent, etc. Donc ici, j'ai mis un arrêt rapide. Ensuite, on store, donc on enregistre le parcours, le path, donc store path. Donc c'est-à-dire qu'on enregistre la trajectoire. Ensuite, on peut exécuter le code qu'on souhaite, donc avec le robot arrêté. Et une fois qu'on a exécuté notre code, on peut relancer le robot grâce aux instructions resto pass, donc pour restaurer la trajectoire et ensuite lancer le démarrage du robot grâce à l'instruction start move. Donc c'est des instructions qu'on va plus détailler dans la vidéo qui sera consacrée aux interruptions. Donc entrée système suivante, limit speed. Donc limit speed, c'est un booléen. Donc pour le définir, on a un seul argument. Donc c'est l'argument 6 qui correspond au nom de l'unité mécanique auquel cette limite de vitesse s'applique. Donc limit speed, comme son nom l'indique, c'est une limitation de vitesse, mais qui a été au préalable configurée dans le langage rapide. Donc on a des fonctions pour cela, les fonctions speed limit axis et speed limit checkpoint. Donc qu'on voit ici. Donc par exemple la fonction speed limit axis, donc on appelle cette fonction. On précise l'unité mécanique pour laquelle cette limitation de vitesse est appliquée. Ensuite, un entier qui correspond au numéro de l'axe. Et ensuite, la vitesse. Donc ici, on limite la vitesse de rotation de l'axe 1 à 10 degrés par seconde sur l'unité mécanique rob1. Ensuite, on limite la vitesse à 30 degrés pour l'axe 2, donc pour la même unité mécanique, etc., etc. On a ensuite la fonction speed limit checkpoint qu'on trouve ici, où on définit la vitesse limite du centre-outil à 300 mm par seconde. Donc si on veut limiter la vitesse du TCP, donc du centre-outil, du point piloté, il suffit d'utiliser la fonction speed limit checkpoint avec une valeur en millimètres par seconde. Donc ici on la limite à 300 mm par seconde. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que ces limitations de vitesse ne sont actives que lorsque l'entrée système limit speed est à vrai. Si cette entrée est à faux, ces limitations de vitesse ne sont pas prises en compte. Alors petite information importante, donc si une limitation d'axe n'est pas spécifiée, donc par exemple si on ne spécifie pas ici l'axe 2, alors lorsque limit speed va être active, la limitation de vitesse va être automatiquement associée à la limitation de vitesse de l'axe en mode manuel. Donc si on veut que la limite speed est active,
la vitesse de l'axe soit encore à 100%, il faut bien préciser une vitesse à 100% de l'axe. Si on ne spécifie rien, la vitesse de l'axe sera limitée à sa vitesse en manuel. Petite précision sur la limit speed. Donc il y a un retard d'activation d'environ 0,35 à 0,5 secondes entre le moment où l'entrée système est activée et le moment où le robot la prend en compte. Alors petit aparté, donc comme on l'a vu, les limitations de vitesse sont définies dans du code rapide. Donc il y a plusieurs cas où les limites paramétrés sont réinitialisés. Donc lors de l'utilisation du mode de redémarrage réinitialisé rapide, donc c'est un mode de redémarrage qu'on retrouve dans le système de commande redémarrer réinitialisé rapide, et dans ce cas-là, on redémarre le système de commande en supprimant le programme rapide. Mais par contre, on conserve les données de configuration. Donc c'est vraiment une réinitialisation du programme. Donc les valeurs sont réinitialisées également lorsqu'un nouveau programme est chargé donc en mémoire vive, donc avec les fonctions load, unload. Donc je ferai une vidéo spécifique sur ces fonctions-là. Et également lorsque l'exécution du programme commence depuis le début. Donc c'est-à-dire si on fait un pp vers main par exemple. Donc bien penser dans les premières lignes du programme, si vous utilisez cette fonction limit speed, à définir un programme d'initialisation des limitations de vitesse que vous désirez. Alors dernière remarque sur cette action limit speed, donc c'est qu'il faut faire attention à son utilisation lors des trajectoires qui sont dites sensibles. Donc on a sur des procédés clés où la vitesse de déplacement du robot est importante pour la qualité du résultat. Donc par exemple du dépôt de colle ou de la soudure à l'arc. Donc si on va pas à la bonne vitesse, le résultat ne va pas être identique. Donc on aura trop de colle ou la soudure ne va pas bien se passer. Donc dans ce cas-là, il faut absolument sécuriser le procédé pour éviter que l'activation de limit speed se génère pendant le process. Donc juste petite note par rapport à ça en plus. Alors on arrive maintenant sur l'entrée système load. Donc il faut savoir que sur les robots ABB, on peut avoir des fichiers, donc des modules, des programmes dans la mémoire ROM du robot. Donc par exemple dans le dossier home du robot. Donc quand un programme est présent dans le dossier home, il ne peut pas être exécuté par le robot. Il faut qu'il soit chargé dans la mémoire vive du robot pour pouvoir ensuite être exécuté. Et donc c'est pour cela qu'il existe des fonctions load et unload, donc qui permettent de charger des modules de la mémoire ROM vers la RAM et inversement. Donc afin de libérer de l'espace dans la RAM pendant l'exécution du programme. Donc quand on a des programmes, des modules avec beaucoup de lignes de code qui sont assez lourds, ce système permet de décharger la mémoire RAM et ainsi augmenter les performances du robot. Alors maintenant qu'on a vu l'intérêt de l'action load, on va voir les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'action. Donc l'entrée système load possède deux arguments. Donc le premier argument est le nom du fichier à charger. Donc ça peut être un module système, un module tout court, un programme, etc. etc. Donc l'argument 1 définit le chemin d'accès au fichier. Donc c'est le nom complet. Donc par exemple ici pour un module qui s'appelle module à charger, donc .mod, il faut bien préciser son extension, qui est stocké dans le dossier home. On renseigne home de point, module à charger .mod. Alors si jamais on a un dossier entre le dossier home et notre module, on le nomme de cette façon. Donc c'est toujours home de point pour dire que le dossier programme se trouve dans le dossier home, et par contre ensuite entre les sous-dossiers du dossier home et les noms des modules, c'est des slash, c'est plus un 2 points. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça sur ABB. Ensuite, l'argument numéro 2, c'est la tâche dans laquelle ce module va être chargé. Donc ici on n'a qu'une tâche qui s'appelle trob1, donc on la sélectionne dans la liste déroulante des arguments 2. À savoir, pour que l'action fonctionne, il faut que le système soit en mode automatique et que le programme ne soit pas en exécution. Donc sinon, ça ne fonctionne pas. Donc le pointeur de programme sera défini sur la routine d'entrée principale, donc après le chargement du programme. Et par contre, les pointeurs programme des autres tâches ne seront pas affectés. On a ensuite une autre entrée système qui s'appelle load and start. Donc on retrouve les mêmes arguments que la fonction load. Par contre, on ne peut pas utiliser cette action si les actions quick stop, soft stop, stop, stop at the end of the cycle and stop at the end of the instruction sont actives. Car ces entrées système bloquent l'exécution du programme. Donc il faut bien qu'elles soient toutes désactivées. Donc même chose, si les moteurs sont désactivés, donc seul le chargement est effectué. Donc du coup, c'est comme si on utilisait l'entrée système load. Donc on peut
même chose, créer plusieurs entrées pour charger différents programmes. Alors l'entrée système suivante, donc c'est Motors Off. Donc, si on active cette entrée système, ça force la désactivation des moteurs. Donc si le programme est en cours d'exécution, comme ça force l'arrêt des moteurs, ça force l'arrêt de l'exécution également. On préconise d'arrêter d'abord l'exécution du programme, donc avec un stop, avant d'utiliser l'action Motors Off, afin d'avoir un arrêt contrôlé sur la trajectoire. On arrive ensuite sur l'action moteur on, donc qui permet d'attribuer l'état moteur on donc au système de commande. Pour que cette action puisse être exécutée, il faut que le système de commande soit en mode automatique et que l'entrée système motors off ne soit pas activée. Alors l'action suivante, donc c'est moteur on and start. Donc on a un seul argument qui est ici. On a le choix entre continuous et cycle. Donc si on sélectionne continue, donc le mode d'exécution de la fonction est paramétré sur continu. Donc une fois la routine terminée, elle reboucle automatiquement. Si on choisit cycle, le mode d'exécution est paramétré sur simple. Donc une fois la routine terminée, elle s'arrête. Donc ça revient au choix qu'on a directement sur le flex pendant, donc en appuyant donc, sur le menu ici, et ensuite en appuyant ici, donc sur le mode d'exécution. Donc on a le choix entre cycle par cycle. Donc on voit bien la flèche, une fois qu'on a lancé le programme et que le programme s'est terminé, il s'arrête. A contrario de continu où une fois le programme terminé, il reboucle automatiquement au départ et il continue l'exécution du programme. Donc comme pour l'action motor on, donc cette action permet de mettre en marche les moteurs et ensuite de lancer le programme automatiquement grâce au start. Donc les conditions pour que cette action puisse se réaliser, donc il faut qu'un pointeur programme soit défini dans toutes les tâches du robot. Donc si ce n'est pas le cas, l'action est rejetée. Donc il faut que toutes les actions qui bloquent l'exécution d'un programme soient désactivées, donc à savoir motor off, quick stop, soft stop, stop at the end of the cycle, and stop at the end of the instruction. Et évidemment, donc il ne faut pas que l'exécution du programme soit en cours pour que l'action motor on and start soit exécutée. Alors l'action suivante c'est pp to main, donc c'est pointeur programme to main, donc vers la routine principale. On a un seul argument qui est l'argument numéro 7, donc qui permet de préciser la tâche dans laquelle l'action pp to main est lancée. Une fois qu'on active cette entrée système, le pointeur programme est automatiquement replacé à la routine principale. Alors l'action suivante, donc c'est quick stop. Donc cette information permet d'arrêter rapidement l'exécution du programme rapide. Donc cet arrêt se passe par une décélération aussi rapide que possible du robot, donc en utilisant les paramètres optimaux de chacun de ses moteurs. Donc les différents moteurs restent coordonnés, donc afin de tenter de maintenir le robot sur sa trajectoire. Mais cependant, il faut faire attention car le robot peut dévier de sa trajectoire de quelques millimètres du fait de l'arrêt rapide. Donc cette entrée robot, elle ne doit pas être utilisée comme une fonction de sécurité car il ne s'agit pas d'un signal de sécurité conforme aux normes, donc ISO 10218-1 et ISO 13849-1 2.1999. Alors, l'action suivante, donc c'est Reset Emergency Stop. Donc cette information, ça permet uniquement de réinitialiser un arrêt d'urgence, donc lorsqu'un arrêt d'urgence est produit. Donc il faut savoir qu'il existe aussi une sortie système Emergency Stop pour savoir quand le robot est en état d'arrêt d'urgence. Et donc on peut uniquement réinitialiser le Emergency Stop quand le robot est lui-même en état d'arrêt d'urgence. Sinon, la commande ne fonctionne pas. Alors on arrive ensuite sur l'entrée système suivante, donc qui est Reset Execution Error Signal. Donc il n'y a pas d'argument, donc cette action permet de réinitialiser le signal de sortie système Execution Error. Donc lorsqu'il y a une erreur d'exécution d'un programme par exemple, donc le système active la sortie Execution Error et on peut ensuite réinitialiser cette sortie système grâce à l'entrée système Reset Execution Error Signal. Donc rien d'autre à dire sur cette entrée. Alors on arrive maintenant sur l'entrée système SimMode. Donc cette entrée système possède qu'un seul argument qui est load. Et il n'y a pas d'autre choix possible. Alors il faut savoir que dans le code rapide il y a une fonction qui s'appelle grip load, donc qui permet de dire au robot qu'on vient de récupérer une charge. Donc par exemple dans des cas de prise-dépose de pièces, ça peut être intéressant si la pièce est lourde. Donc car le robot peut adapter la compensation de la masse embarquée grâce à cette information. Donc dans le cas d'une masse embarquée lourde, il faut savoir que donc, le robot va compenser sa trajectoire par rapport à la masse. Donc le robot il va calculer le courant nécessaire pour porter cette masse d'un point A à un point B. Si la masse n'est pas présente, les courants nécessaires pour déplacer le robot vont être
inférieur à ce qui a été prévu et donc il va tomber en défaut de sous-charge ou surcharge en fonction des cas. Et donc si on souhaite tester une trajectoire par exemple sans porter réellement les pièces, on peut utiliser ce mode de simulation, donc qui permet de désactiver l'utilisation des grip load, donc qui permet de rajouter de la masse ou d'enlever de la masse à l'outil déclaré sur le robot et ainsi faciliter des tests de mise en service par exemple. Donc si on résume, l'activation du mode sim mode permet de désactiver tous les grip load. Donc le robot, quand il va avoir un grip load, il va passer l'instruction sans réaliser l'action qui est de ajouter ou supprimer de la masse à l'outil actif et ainsi il va permettre la simulation facile, donc de trajectoire sans prise de charge et ça va également permettre d'éviter l'apparition de défauts tels que de la collision, de la sous-charge ou de la surcharge. Alors l'action suivante c'est soft stop. Donc cette action, contrairement à quick stop, c'est un arrêt plus lent. Donc ça arrête l'exécution d'un programme rapide de façon similaire à un arrêt programme ordinaire, mais un peu plus rapidement qu'un arrêt ordinaire. Donc l'arrêt se passe par une décélération contrôlée et coordonnée de façon à maintenir le robot sur la trajectoire programmée, avec une déviation limitée au maximum. Donc contrairement au quick stop où on peut avoir des déviations de plusieurs millimètres, ici on reste très proche de la trajectoire souhaitée. Et donc dès que ce signal est actif, on ne peut plus lancer un programme, comme on l'a vu sur les autres entrées système. Alors l'action start, donc elle permet de lancer un programme rapide à partir de l'instruction actuelle, donc en mode d'exécution continue ou cyclique. Donc en continu, une fois la routine terminée, donc elle reboucle automatiquement, et en cycle, une fois la routine terminée, elle s'arrête. Donc l'état du système doit être en moteur on pour pouvoir lancer le programme. Si ce n'est pas le cas, l'action n'est pas exécutée. Alors, entrée système suivante, donc c'est start at main. Donc c'est comme l'action start, sauf qu'on redémarre depuis le début. Donc à la différence de start où le programme recommence là où il s'était arrêté. Donc on a un seul argument, donc continu ou cycle, comme d'habitude. Donc avec, si on choisit continu, un mode d'exécution où la routine reboucle automatiquement une fois qu'elle est terminée. Et en cycle, le mode où une fois la routine terminée, elle s'arrête. Bien évidemment, il faut que l'état du système soit en motors on pour pouvoir lancer l'instruction. Alors l'entrée système suivante, donc c'est stop. Donc stop, il n'y a pas d'argument. Donc que réalise l'action stop? Donc elle permet d'arrêter l'exécution du programme rapide. Donc tous les mouvements du robot sont arrêtés sur la trajectoire en cours sans déviation. Donc cet arrêt est un des plus lents car il lui faudra quelques centaines de millisecondes de plus pour réaliser son arrêt réellement sur la trajectoire programmée. Donc le délai supplémentaire est dû à une rampe de décélération qu'il faut recalculer afin de pouvoir effectuer l'arrêt précisément sur la trajectoire. Donc si on souhaite arrêter le robot en cours de cycle de la façon la plus propre possible, donc c'est l'action stop qu'il faut utiliser. Alors entrée système suivante, donc c'est stop at the end of the cycle. Donc l'action stop at the end of the cycle permet d'arrêter l'exécution du programme rapide à la fin de ce dernier. Donc une fois que la dernière instruction de la routine principale a été exécutée. Donc petit aparté, c'est la même chose pour stop. Donc si cette action est active, il est impossible de redémarrer le programme. Donc il faut bien penser à désactiver toutes les actions qui peuvent arrêter l'exécution du programme pour pouvoir relancer le programme. Alors l'entrée système suivante c'est System Restart. Donc ça permet de redémarrer le système, donc c'est-à-dire un redémarrage de la baie IRC5. Donc par contre, condition nécessaire pour l'exécution de l'action System Restart, c'est que tous les programmes rapides doivent être arrêtés avant l'utilisation de l'action. Sinon, elle ne sera pas prise en compte. Car on ne peut pas redémarrer la baie sur une trajectoire en cours. Alors dernière entrée système, c'est Write Access. Donc cette action, elle permet de demander un accès en écriture, donc comme cela peut être réalisé sur Robot Studio. Donc tous les programmes rapides doivent être arrêtés avant l'utilisation de l'action. Donc suite à la présentation des entrées système, on va maintenant parler des sorties système. Donc c'est toutes les informations que renvoie le robot pour que des systèmes extérieurs comprennent dans quel état il se trouve. Alors la première sortie système, donc c'est Absolute Accuracy Active. Donc cette sortie système permet de savoir si la précision absolue est activée ou non. Donc au final ça correspond à vérifier que l'option 603-1 Absolute Accuracy est paramétrée dans le système et active. Alors ensuite on a la sortie système Auto On, donc qui permet d'avoir l'information si le système est en mode automatique ou non. Donc s'il est en mode automatique, Auto On va être activé, s'il est en mode manuel, Auto On est désactivé.
Alors, état système suivant, donc c'est Emergency Stop. Donc c'est pour signifier que le robot a un état arrêt d'urgence actif. Donc cette information est activée lorsque le système est en mode arrêt d'urgence. Si on veut utiliser l'entrée système Reset Emergency Stop, donc il faut que cette information soit active. Sinon ça n'a pas d'intérêt, comme l'état Emergency Stop est déjà désactivé. Alors sortie système suivante, Energy Saving Blocked. Donc c'est une information pour signaler que l'activation du mode économie d'énergie est bloquée car on a des actions en cours sur le robot. Donc il est impossible d'utiliser l'entrée système Enable Energy Saving lorsque cette information est active. Alors l'entrée système suivante c'est Execution Error. Donc l'information Execution Error est activée lorsque la tâche est en erreur. Donc l'exécution du programme s'est arrêtée en raison d'une erreur du programme en cours d'exécution. Donc l'état d'erreur d'exécution survient lorsqu'il n'y a pas de récupération d'erreur. Donc ça on le verra dans une vidéo. Ou alors lorsqu'aucun gestionnaire d'erreur ne prend en charge l'erreur actuelle, donc l'erreur qui a été levée. Donc cette sortie système elle possède un argument. Cet argument donc il permet de préciser la tâche qui est en erreur d'exécution. Donc si on a un système multitâche, on peut savoir si c'est la tâche numéro 1, 2, 3 ou 4 qui est en erreur. Et ainsi corriger plus facilement son cas de défaut. Donc à savoir que cette information est réinitialisée, donc soit au démarrage d'un programme, donc soit lors d'un redémarrage du programme, soit lors de la réinitialisation du pointeur de programme, ou soit lors de l'utilisation de l'entrée système Reset Execution Error. Alors la sortie système suivante, donc c'est Limit Speed. Donc en argument, on a d'abord l'unité mécanique qui est concernée par cette limitation de vitesse, et ensuite l'argument 4, donc c'est une temporisation en millisecondes. Donc on a un délai lors de la configuration de la sortie afin de minimiser le risque de faux déclenchement par safe move, et la valeur par défaut est 250 millisecondes, donc on peut l'augmenter. Donc le safe move il permet de vérifier les vitesses de déplacement du robot. S'il voit une anomalie, il peut se déclencher. Ce délai permet d'éviter un faux déclenchement. Alors donc pour rappel, il existe une entrée système Limit Speed qui permet d'activer une limitation de vitesse lors de son activation. Et donc le retour d'information Limit Speed, donc là c'est une sortie système, il permet de savoir donc s'il y a une limitation de vitesse active ou non. À savoir donc qu'il y a un délai donc entre l'activation de la limitation de vitesse et l'activation de la sortie système Limit Speed qui indique qu'il y a une limitation de vitesse en cours. Alors Mechanical Unit Active. Donc c'est une sortie système qui permet d'avoir un retour d'info si l'unité mécanique donc sélectionnée dans l'argument 1 est active ou non. Donc il faut savoir que en fonction des options qu'on choisit sur notre robot, on peut désactiver ou activer par exemple un axe externe, donc un plateau, un vireur, un track, et donc cette information permet d'avoir l'état actuel de l'unité mécanique pour savoir si elle est active ou non, tout simplement. Alors, l'entrée système suivante, donc c'est Mechanical Unit Not Moving. Donc c'est pareil, on a un argument pour sélectionner l'unité mécanique qu'on souhaite, si on a plusieurs unités mécaniques dans notre configuration. Et cette information donc est à vrai si l'unité mécanique ne bouge pas. Et elle est à faux si l'unité mécanique bouge, bien évidemment. Donc voilà pour cette sortie système, tout simplement. Alors la sortie système suivante, donc c'est Motion Supervision On. Donc cette information est active lorsque la surveillance des mouvements est active, donc la détection de collision. Et donc cette information n'est valable que lorsque Motor On est activé. Motor On, donc un sortie système qu'on verra juste après. Alors sortie système suivante, donc c'est Motion Supervision Triggered. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que la surveillance de mouvement a été déclenchée. Donc autrement dit, ça veut dire qu'une collision a été détectée et que le robot s'est arrêté. Donc ça c'est important à renseigner afin d'afficher sur la supervision ou l'IAHM donc une détection de collision par le robot. En général il s'arrête et il peut y avoir besoin d'une intervention rapide d'un opérateur. Sortie système suivante, la sortie Motors Off. L'information est activée lorsque le système de commande est en mode Motors Off. Donc à savoir que si jamais on a un arrêt qui a été provoqué par une protection, c'est-à-dire une chaîne de sécurité ouverte, alors la sortie système Motors Off va osciller à une fréquence d'1 seconde. Si jamais le système de commande n'est pas étalonné ou le contour n'est pas mis à jour et qu'on est aussi en mode manuel, dans ce cas-là, sa fréquence sera inférieure à 1 seconde. Donc cette info peut permettre de savoir si une chaîne de sécurité a été ouverte ou si le système de commande n'est pas étalonné ou si ses contours ne sont pas mis à jour. Si vous avez uniquement besoin de savoir si les moteurs sont en état off ou non, préférez la sortie Motors Off qu'on va voir juste après. Alors la sortie système suivante, donc c'est Motors Off State. Donc comme on l'a dit précédemment, dans la fonction Motors Off, l'information
donc, est activé lorsque le système de commande est en mode motors off. Donc c'est vraiment l'état système. Alors ensuite on a une sortie système qui s'appelle Pass Return Region Error. Donc cette information est activée donc, si lors d'une tentative de lancement du programme robot, le mouvement en cours est interrompu. Donc, car le robot était trop éloigné de la trajectoire programmée. C'est-à-dire si on va d'un point A à un point B, le robot sur cette trajectoire il peut s'arrêter, donc par exemple dû à un arrêt d'urgence ou à un passage en mode manuel. Le robot, il se souvient du dernier point où il était censé aller. Et si jamais, par exemple, le robot se déplaçait à vitesse rapide, en tapant un AU, comme c'est un arrêt rapide, il peut se décaler légèrement de la trajectoire programmée. Si cet écart est trop important, dans ce cas-là, le robot refuse de redémarrer, car l'endroit où il se trouve est beaucoup trop éloigné de la trajectoire programmée. Alors, il se peut aussi que lors d'un passage en mode manuel, l'opérateur déplace le robot de façon manuelle. Dans ce cas-là, au redémarrage, il va activer un Pass Return Region Error. Comment réinitialiser cette information une fois qu'elle a été activée? Donc le signal est réinitialisé donc, si le robot est repositionné manuellement dans la zone de récupération, donc c'est-à-dire dans une zone proche de la trajectoire programmée. Il peut aussi repartir donc, si on modifie l'emplacement du pointeur programme. Donc, par exemple, si on le déplace sur la ligne précédente, il va relancer l'instruction, donc il va recalculer ses trajectoires par rapport à la position actuelle. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas d'erreur de positionnement, comme il va recalculer à partir de là où il se trouve actuellement. Et donc cette information est aussi réinitialisée si on fait un pp vers main. Alors la zone de récupération, comment elle est définie? Donc c'est dans contrôleur, pass return region. Et ici, on retrouve 3 lignes, donc auto, start move et manuel. Donc c'est les zones de récupération pour ces 3 cas. Donc auto, donc c'est quand on est en mode auto, quelle distance par rapport au point théorique on doit respecter pour pouvoir repartir proprement. Manuel, donc c'est pareil mais en mode manuel. Et start move, donc c'est lorsqu'on stoppe le robot par le soft, on peut le relancer grâce à l'instruction start move, lors d'une interruption par exemple. Et donc on retrouve ici la distance par rapport au point, donc ici qui est en mètres pour TCP distance, en radian pour TCP rotation, donc c'est la différence de rotation par rapport au point théorique. Et ensuite on a la même chose pour les axes externes, donc point en mètres et point en radian. Voilà. Alors sortie système suivante, donc c'est Peripheral Error. Alors l'information est activée lorsque le programme ne peut pas poursuivre à partir de sa position en cours due à une coupure de courant. Donc c'est qu'il y a une chute de tension pendant la trajectoire ou qu'il y a une coupe totale. Dans ce cas-là, on peut clairement pas redémarrer. Donc une fois que cette information a été définie, donc le programme ne peut pas redémarrer. Donc en général, il faut relancer le programme depuis le début. Donc c'est une erreur assez importante. En suivant, donc c'est ppmoved, qui est une sortie système avec un seul argument qui est la tâche pour laquelle le ppmoved est affecté. Donc ici on n'a qu'une tâche, c'est trob 1. Alors, normalement cette information elle s'active lorsque on a un mouvement de pointeur programme. Donc par contre il y a peu d'informations là-dessus, j'avoue que j'ai jamais testé, je n'ai jamais eu l'utilité de cette sortie système. Et j'ai fait des tests en simulation. Donc l'information ne monte pas lorsqu'on a une modification d'un pointeur programme vers le main. Elle ne monte pas non plus lorsqu'on a une modification de l'état d'un pointeur programme donc vers le curseur. Donc on choisit un endroit sur l'écran, on fait pp vers curseur, l'information ne monte pas. Et également lorsque le pointeur programme se déplace donc dans l'exécution normale du programme, l'information ne monte pas non plus. Alors si ABB a des nouvelles là-dessus, je veux bien qu'il m'en donne. Mais pour le moment, je ne vois pas quand cette information monte. Ou alors c'est que c'est sur des fronts montants très brefs que je n'ai pas le temps de capter sur ma simulation. Alors, sortie système suivant, donc Production Execution Error. Donc, le signal est activé donc, si le système est en mode automatique et qu'au moins une des tâches du robot donc, est en exécution lorsque un des événements suivants se produit. Donc si on a une erreur d'exécution du programme dans une tâche normale, dans ce cas-là, le signal est actif. Lors d'une collision également, le signal devient actif, ou si on a une erreur système donc du type sysfail, syshalt ou sysstop rapid block. Et ensuite, donc le signal est réinitialisé lorsqu'on relance le programme par un play ou lorsqu'on redémarre le programme. Alors sortie système suivant, donc c'est robot in trusted position. Donc cette sortie système, elle permet de savoir si le robot est sur une trajectoire connue ou pas. Donc c'est-à-dire que par rapport à la trajectoire programmée, est-ce qu'il a dévié de sa trajectoire ou non.
Donc on a 3 arguments. Le premier c'est l'unité mécanique pour laquelle cette information est associée. Et ensuite on a 2 autres arguments, l'argument 5 et 6. Donc l'argument 5 qui correspond à la définition de la distance maximale de dépassement du centre outil par rapport à sa trajectoire programmée, donc qui est définie en mètres. Et ensuite le second argument, donc le 6, il définit la rotation maximale de dépassement du centre outil par rapport à sa trajectoire programmée. Donc qui est cette fois-ci défini en radians. Donc si le robot se déplace d'un point A à un point B, et donc si le robot dévie de sa trajectoire de 5 cm, l'information tombe. Donc ces paramètres sont réglables, 5 cm c'est énorme. Un robot il va dévier de quelques millimètres au plus, sauf problème grave. Donc ces arguments-là on peut les réduire. Même chose pour la position angulaire en radians. Donc à 57 radians c'est 180 degrés. Donc là globalement cette information-là elle va jamais tomber avec ces paramètres. Donc si on est trop loin de la trajectoire programmée, cette information tombe. Si le robot a glissé trop loin de sa trajectoire programmée, donc suite à un arrêt imprévu, donc ça peut être un arrêt d'urgence, un passage en mode manuel violent. Donc si le pointeur programme est déplacé donc vers principal, routine ou curseur, ou alors si manuellement on modifie une position dans le programme, ou que le programme est édité de façon à ce qu'on perde le pointeur programme, dans ce cas-là, l'information tombe. Donc elle est active si un point fin est atteint, donc c'est-à-dire donc un point qu'on a défini avec la zone fine, ou donc si le point possède une zone qui n'est pas fine, le signal est alors défini lorsqu'il quitte la zone. La sortie système suivante, donc c'est robot not on path. Donc comme son nom l'indique, c'est-à-dire que le robot n'est pas sur cette trajectoire. Donc c'est un peu l'inverse de la sortie système précédente, donc robot in trusted position. Donc on retrouve les mêmes arguments, donc là l'unité mécanique pour laquelle le signal est affecté, et ensuite donc 2 numériques pour définir les distances maximales de déplacement du centre outil par rapport à sa trajectoire programmée, donc en mètres pour la distance et en radians pour la rotation. Et on trouve donc l'inverse de l'autre signal, donc le signal est activé lorsque le robot est trop loin de sa trajectoire programmée, donc c'est-à-dire qu'il n'est plus sur la trajectoire, ou si le robot a glissé trop loin de sa trajectoire programmée à cause d'un arrêt imprévu. Et le signal est désactivé, donc si le programme est démarré, si le pointeur programme est déplacé manuellement vers principal, routine ou curseur, si le robot est piloté dans la zone de reprise, donc manuellement, ou si on modifie une position dans le programme, ou si l'édition du programme en cours donc, demande une réinitialisation du pointeur programme. Sortie système suivante, run chain OK. Donc très simple celle-ci, donc elle est active lorsque la chaîne de sécurité est fermée. Une fois que cette information est montée, l'activation des moteurs est possible, tout simplement. Alors la sortie système SimMode, donc c'est comme l'entrée système SimMode, donc c'est pour désactiver les fonctions gripload. Donc l'entrée système désactive ces fonctions et la sortie système SimMode confirme que ces fonctions ont bien été désactivées. Donc ça permet de valider que le mode de simulation décharge est en cours ou actif. Alors la sortie système suivante, donc c'est Simulated IO, donc qui nous renvoie une information comme quoi on a au moins un signal d'entrée-sortie qui est en mode simulé. Donc pour rappel, si on va dans le menu, puis on clique sur entrée et sortie, on arrive sur cette page et ensuite on peut filtrer le type d'entrée ou sortie qu'on souhaite voir, donc en cliquant sur voir, et ici on peut sélectionner les filtres. Donc là j'ai mis toutes les digital output. Donc on sélectionne un signal et ensuite on peut cliquer sur ce bouton pour dire activer la simulation. Donc on a entre parenthèses un sim qui est à côté, donc qui se positionne juste à côté pour dire que ce signal maintenant est simulé. Donc c'est-à-dire qu'on ne prend plus en compte l'information réelle et on peut du coup piloter grâce à 0 et 1 ce signal. Donc ça peut être important par exemple avant de partir en production de vérifier que cette information-là est bien à faux. Car le procédé peut mal se passer si on a un des signaux qui est resté dans un état simulé. C'est-à-dire qu'il ne va plus répondre à des informations capteurs, des choses comme ceci. Donc bien vérifier avant de repartir en prod que tous les signaux simulés ont été désactivés. Alors, signal suivant, donc c'est le SMB Battery Charge Low. Donc ce signal est activé lorsque la batterie du SMB est faible et doit être remplacée. Et donc le signal est effacé lorsque la charge de la batterie de la carte SMB est correcte. Donc il faut savoir qu'il n'y a qu'une batterie donc SMB dans un système de robot unique normal. Cependant, il peut y avoir jusqu'à 16 batteries SMB avec un système multimove ou lors de l'utilisation d'accès. Donc lorsqu'on a un système à plusieurs batteries, le signal SMB s'active dès qu'on a une des batteries qui est défaillante. Et on a ensuite donc un message dans le journal d'événements sur le flex pendant qui indique quelle batterie doit être remplacée. Donc à savoir que lorsqu'on remplace une batterie, le signal peut rester actif. Les batteries, elles sont testées tous les 10 heures et donc après un changement de batterie,
le signal peut mettre jusqu'à 10 heures pour s'effacer. Si au bout de 24 heures il y a toujours le problème, c'est que vous avez soit une autre batterie défectueuse, soit que la batterie que vous avez remplacée est aussi défectueuse. Donc ça c'est pareil, ça peut être un signal à checker et à renvoyer sur la supervision ou l'IHM de votre ligne de production ou de votre cellule. Alors la sortie système suivante, donc c'est System Input Busy. Donc l'information est activée lorsque le système de commande est occupé par une autre demande d'entrée système. Donc il faut savoir que pour certaines actions, le contrôleur ne peut pas paralléliser leur traitement. Donc dans ce cas-là, il active la sortie système Input Busy pour signifier qu'aucune entrée système ne peut être lue à cet instant. Donc il peut être judicieux d'utiliser cette information pour le pilotage de certaines entrées système côté automate. Donc, par exemple, pour une demande d'action pour start, donc un démarrage programme, si on a le système Busy, il n'y a pas l'intérêt de l'envoyer, comme le robot ne va pas la prendre en compte. Donc on peut par exemple mettre une condition end et inverser le système. Donc si le système busy n'est pas vrai, et si on a pas système busy et la demande d'action start, on envoie réellement l'action start. Si le système est busy, il va bloquer grâce à la porte end le démarrage de l'action start. Donc on peut faire ça pour plusieurs entrées système critiques. Sortie système suivante, task executing. Là c'est très simple, on a un seul argument qui est une tâche, qu'on peut avoir autant de définition de cette information par rapport au nombre de tâches qu'on a. Et cette information donc est activée donc lorsque la tâche paramétrée est en cours d'exécution, tout simplement. Alors la sortie système suivante, donc c'est TCP Speed, donc elle renvoie la vitesse actuelle du TCP dans l'outil et la base sélectionnée. On a un seul argument qui correspond à l'unité mécanique pour laquelle le signal est utilisé. Cette information est codée sur 16 bits et ce n'est donc pas un seul unique booléen. Donc comment on déclare le signal qui permet d'être associé à TCP Speed? De cette façon, il faut que ce soit un signal analogique output. On définit un mapping sur 16 booléens. En access level, il faut mettre all, analog encoding, donc en type d'encodage unsigned, et ensuite il faut préciser les maximum logic value, physical value et physical value limit à 2, et le maximal bit value à 65 530. Ainsi, on va retrouver un signal encodé entre 0 et 65 535 qui correspond à la vitesse du robot. Alors la sortie système suivante, donc c'est TCP Speed Reference. Donc on a également un seul argument qui correspond à l'unité mécanique pour laquelle le signal est utilisé. Et cette information renvoie la vitesse programmée donc du TCP, donc Tool Center Point ou du centre outil. Donc cette vitesse, même chose, elle est définie sur 16 bits. Alors comment on déclare cette information? Donc c'est la même chose que pour TCP Speed. Donc on l'a défini en analogue sur 16 bits, access level all, default value 0, unsigned, 2222, donc maximum logical, physical value et physical value limit on met 2 et maximum bit value 65 535. Le reste à 0 et on valide. On peut ensuite l'associer à la sortie système TCP Speed Reference. Alors dernière sortie système, donc c'est write access, donc tout simplement pour signifier qu'un client donc a un accès en écriture au contrôleur. Donc tout simplement pour avoir cette information. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les entrées système. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si elle vous a plu. Voilà, à plus, ciao!